Je vois beaucoup trop de gens autour de moi qui se disent ouais, je vais faire une chaîne sur tel truc, et c'est ultra bien réfléchi. C'est vraiment, ils ont une super ligne éditoriale, ils ont des projets pour 45 000 vidéos et tout, et ça se dessine hyper bien, mais ils le font jamais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de Vulga toi-même, le podcast qui tente de découvrir ce qui se cache derrière la vulgarisation sur internet. Et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir, qui s'est orientée au cours du temps sur la géologie, avec de très grosses vannes bien potaches. Elle nous raconte son métier de vidéaste ou de youtubeuse, c'est comme vous voulez. Elle nous parle également du journalisme scientifique, de la 3e saison du Vortex dans laquelle elle a participé. Si vous ne savez pas ce qu'est le Vortex, écoutez l'épisode précédent. Et l'origine de son amour pour la géologie. C'est d'ailleurs par cela que notre discussion a commencé. Je vous souhaite un très bon épisode. Voyons ce qu'elle a dans le ventre. J'étais un passionné de science avant tout. Si on dit des choses qui ne sont pas conformes aux lois physiques, on risque de dire des choses qui n'auront jamais de réalité. On va un peu commencer on va un peu partir dans le vif du sujet avec une question qui peut sembler un peu bateau, mais je crois qu'il me paraît un petit peu importante. C'est un peu ton parcours, quoi, en fait. Et comment la géologie est un petit peu rentrée dans ta vie. Bah, elle est rentrée tout doucement. J'ai pas fait exprès. Elle s'est un peu insinuée dans ma vie. Parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, on avait des cours de SVT et la plupart des gens détestaient la géologie. Tout ce qu'ils préféraient, c'était la biologie. Et je faisais partie des 2 personnes dans ma classe qui n'étaient pas dégoûtées par la géologie. Juste, elle me rendait tiède. Et du coup, par défaut, je me suis dit, bon, bah, si ça se trouve, comme je déteste pas ça, je vais peut-être pouvoir continuer là-dedans. Parce que je savais déjà que je voulais être journaliste scientifique et donc qu'il me fallait un background scientifique. Donc en gros, je pouvais choisir la formation de sciences qui m'intéressait. Et je me suis dit, tout ce qui est SVT, c'est cool. Mais par contre, j'étais formellement allergique à tout ce qui est génétique et biochimie. Genre vraiment. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une petite voie, je vais prendre un raccourci, enfin c'est pas un raccourci, mais bon, en gros je prends une petite déviation vers la géologie pour pouvoir passer un peu tout ça. Ce qui est un peu ironique parce qu'après j'ai fait un master de biologie évolutive, donc là j'en ai bouffé de la génétique et j'ai dû rattraper les 3 ans que j'avais pas fait avant. C'était un peu costaud pour le coup. Mais voilà, donc en gros, pour résumer, j'ai un bac S, après j'ai une licence en géologie, puis j'ai bifurqué en bio, donc j'ai un master en biologie évolutive, et après une année de césure, j'ai refait un master en journalisme scientifique. Et comment toi tu l'as vécu, la formation de journalisme scientifique? Parce que je pense que c'est un petit peu comme le journalisme. Certains trouvent que c'est très bien les formations, des fois on trouve ça un petit peu trop formateur ou trop aliénant. Qu'est-ce que t'en as retiré, toi? Ben, j'en ai retiré que du bon. Après, bon, ça reste, tous les cours ne sont pas forcément extrêmement intéressants, mais la plupart du temps, vraiment, j'ai appris plein de choses, et justement, j'ai choisi cette formation, qui est celle de Paris Diderot. Je vais me permettre d'un petit big up, parce que maintenant, j'y donne des cours en plus, donc c'est un peu de l'autopromo en même temps. C'est une formation qui est justement complètement à l'opposé de tout ce qu'on nous apprend enfin, j'imagine ce qu'on nous apprend en école de journalisme. Par exemple, il y a un bouquin de référence pour les journalistes, c'est Les petits soldats du journalisme, qui est écrit par un certain François Ruffin, qui explique comment ça se passe dans l'école de journalisme où il est allé. Et effectivement, c'est extrêmement formaté. On t'apprend à faire, enfin, dans ce bouquin, ce qu'il raconte, en tout cas, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça, mais on t'apprend à lire des dépêches AFP et, enfin, tu suis le fil AFP et après, ce que tu fais, en fait, c'est du bricolage. C'est du passe-plat, quoi. Tu crées pas vraiment de l'information, tu vas pas spécialement sur le terrain, tout ça. Enfin, on t'apprend vraiment des codes extrêmement stricts. De ce que j'ai pu voir dans le bouquin, après, encore une fois, j'ai pas fait ces formations-là, donc je peux pas en témoigner. Mais en tout cas, dans ma formation, c'était complètement à l'opposé de ça. C'est vraiment une formation qui est tenue par des 68 arts et et du coup, vraiment, c'est beaucoup plus tranquille. Au contraire, ils nous donnent les moyens de nous exprimer et d'avoir notre touche personnelle. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on est plus ou moins recruté. Il faut avoir ce petit truc en plus, cette personnalité. Je sais pas comment ça se passe dans les écoles, mais en tout cas, dans le master, c'était extrêmement important d'avoir une certaine couleur, un certain caractère, quoi. Donc j'en retire que du bon de cette formation. Ok, bah parce que ouais, c'est vraiment j'ai même autour de moi des personnalités qui ont vraiment eu du mal avec des formations de journalistes, même dans la science, quoi, parce que enfin finalement aussi c'est une question qu'on peut se poser. Comment on apprend le journalisme scientifique? Enfin, comment toi tu l'as appris en tout cas? En fait, c'est un master qu'on fait dans un 2e temps. Donc, en gros, on a tous une formation scientifique à la base. Des fois, non, il y en a qui peuvent venir de la com, qui peuvent venir d'autres horizons, mais en général, on a quand même un background scientifique. Et là, ça nous apprend tous les outils de communication, de vulgarisation pour transmettre ces sciences-là, pour faire exactement la passerelle entre le monde des sciences et la société. Donc, on nous apprend par plein de médias différents, comme on dit. Donc, aussi bien la radio que la vidéo. C'est très appuyé dans ce master-là. C'est un master audiovisuel et journalisme scientifique.
scientifique. Donc ils mettent vraiment l'accent là-dessus, ça c'est cool. Donc audio, vidéo, écrit et web. Donc journalisme, presse écrite et web et réseaux sociaux et tout ça. Donc c'est assez complet. Voilà. Donc on nous apprend des trucs et astuces qui nous font appliquer après dans plein de domaines différents. Et puis on peut aussi bien aller assister à un colloque et après chacun doit écrire un article. Et c'est un exercice qui est relativement réaliste parce que dans la vraie vie, quand t'es journaliste, c'est le genre de truc que tu fais aussi, quoi. Tu vas en conférence de presse, tu vas en conférence tout court ou en voyage de presse et après il faut effectivement récolter des informations sur place et après les traiter et les envoyer assez rapidement, quoi. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, on n'imagine pas qu'il y ait des conférences de presse dans le journalisme scientifique, c'est un truc, enfin, dans les grands médias on les entend pas beaucoup, on les voit pas beaucoup. Ça, c'est étonnant. Oui, ça se fait beaucoup, les conférences de presse, même dans le milieu scientifique, ne serait-ce que, là, avec tout ce qu'il y a eu avec le coronavirus, les instituts qui s'occupent de ça, comme l'Institut Pasteur, ils faisaient à balle de conférences de presse, au contraire, pour tenir au courant les journalistes et le grand public de tout ça. Non, ça se fait pas mal. Même le CNRS qui met en place une nouvelle structure pour gérer tout ce qui est éthique, enfin, problème d'éthique et problème de fraude scientifique et tout chez eux, et ils ont fait une conférence de presse et du coup, c'est là où, en plus, tu rencontres tes pairs, donc c'est assez rigolo. Tu rencontres aussi bien des gens du Figaro que de l'AFP, que de machin, t'en as qui font des petits enregistrements audio après pour la radio, t'en as qui font des petites capsules vidéo, enfin c'est assez cool de pouvoir se mélanger comme ça avec ses confrères, comme on dit. Non, j'imagine bien, ouais. Toi, quand tu allais là-dedans, parce que du coup, de ce que j'ai compris, tu as quand même bossé, et tu bosses encore en tant que journaliste scientifique encore, à côté de tes vidéos. Oui, alors ça, il y a eu un petit changement dans ma vie dernièrement. Et c'est assez cool. À la base, j'étais journaliste. J'étais pendant 2 ans journaliste à Science et Avenir, qui est un super magazine. Ça s'est super bien passé. Et à côté de ça, je faisais mes vidéos. Et en plus, des cours à la fac et des trucs comme ça, et des conventions. Et ça commençait à faire un peu beaucoup pour moi. Et du coup, je me suis dit, et si je transformais mon hobby en métier et réciproquement? Et donc maintenant, je fais des vidéos pour gagner ma croûte. Et à côté, je fais des piges, mais c'est plus en hobby, pour le plaisir. Et je suis assez contente de ce virage. En plus, j'ai vu que tu étais soutenue par le CNC pour ça, donc c'est vraiment félicitations. Merci. Le CNC est arrivé à point nommé parce que justement, paf, j'étais au chômage et paf le CNC, donc c'est bon, c'est parti, je suis lancée là. Et en fait, comment elle est apparue cette parce que là, maintenant, oui, ton activité principale c'est la vidéo, mais comment c'est venu cette envie de passer par la vidéo? C'était déjà dans tes études ou c'était une frustration par rapport à d'autres médias ou d'où ça s'est venu cet attrait pour la vidéo et l'audiovisuel de manière plus générale? En fait, j'ai jamais été passionnée de cinéma comme tu peux avoir des cinéphiles qui savent te dire oh à tel plan il y a telle telle valeur de plan, telle contre-plongée de je sais pas quoi. Non, ça je suis pas dans ce genre-là. J'ai même une culture absolument crasse en cinéma. Par contre, c'est juste le côté curiosité. J'aime bien un peu tout essayer. Donc j'avais un blog avant, ça m'a permis de me faire un peu à l'écriture. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est dessin, donc j'adorerais faire des BD scientifiques et tout. Et la vidéo, c'était quand même un truc qui me faisait très envie depuis le début. Mais j'avais un peu peur parce que j'avais pas du tout les compétences techniques, donc je me suis dit ça, je le laisse dans un deuxième temps quand je ferai une formation pour. Et là, ça a vraiment débloqué plein de trucs parce que on a eu, ils ont plein de matériel à la fac et du coup, ils peuvent nous prêter même pour nos projets perso. Donc mes premières vidéos, elles ont été faites avec le matériel de la fac. Ça, c'est assez cool. Donc en fait, c'est un média en plus à apprivoiser. Et en fin de compte, je trouve ça assez cool parce que c'est un truc qui est ultra complet et parce qu'il faut être absolument polyvalent. Il faut s'occuper à la fois du son, donc c'est comme la radio, de l'écrit parce qu'en fait, ce que tu racontes, c'est un script qui est écrit et si ton script est mal foutu, et ça marche pas. Et après, il y a tout ce qui est contraintes techniques de tout ce qui est vidéo et tout. Moi, j'aime bien tout ça, tu vois. Aussi, tout ce qui est en photo, savoir connaître un peu les histoires de focale, de vitesse d'obturation, tous ces trucs-là, ça me plaît bien. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez complet, la vidéo. Et justement, dans tes vidéos, il y a un truc qui est quand même assez remarquable. L'humour que tu implantes dans tes chroniques. Moi, je vais appeler ça des chroniques. Notamment, toutes les blagues autour de ta sœur jumelle me font excessivement rire, c'est très drôle. Merci. Et alors, quelle blague? Non, je... Et en fait, pourquoi t'as voulu mettre cet humour dans la géologie? Est-ce que c'est parce que la géologie, tout le monde s'en fout? Et je dis ça avec bienveillance parce que j'ai fait aussi de la géologie dans mes études. En fait, c'est plus ma personnalité à moi. Je suis du genre à faire plein de blagues, surtout quand je suis mal à l'aise. C'est un peu ma voie de sortie. Et en fait, ces blagues deviennent malaises et du coup, c'est encore pire parce que je suis dans un cercle vicieux après. Mais à la base, je faisais des vidéos très sérieuses. Les pigeons. Il en existe une immense variété. Pour jouer la carte de l'originalité, je vais vous parler du pigeon des villes. Les initiés l'appellent Columba livia ou pigeon biset. Ce que
que je me suis dit ça me sert un peu de vitrine pro et tout, si je vais être embauchée après. Et j'ai des copains qui m'ont dit mais pourquoi t'es chiante à mourir dans tes vidéos quoi, alors que t'es pas comme ça dans la vraie vie. Et du coup je me suis dit bon, je vais tenter, je vais faire une vidéo en étant moi-même pour voir. Et c'est la vidéo ivre virgule elle lèche des cailloux. Quand je dis aux gens que j'ai fait des études de géologie, la première chose qu'ils me demandent c'est qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi. Et la deuxième c'est est-ce que les géologues lèchent vraiment des cailloux. Alors non seulement oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et elle a plutôt bien marché, et moi c'est la première fois que je me suis vraiment amusée à faire une vidéo. Vraiment, je me suis marrée aussi bien en tournant que qu'en la montant après, parce que je refaisais des petites blagues par-dessus et tout. Et comme ça a bien marché, et que je me suis dit que la géologie c'était cool, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans, et j'ai eu des bons retours des spectateurs, et du coup voilà, c'est comme ça que tout est arrivé. Donc c'est la faute du public. Et en fait, maintenant tu commences à un petit peu avoir ce format très tourné en même temps entre humour et vulga. Maintenant, comment tu fais ce dosage entre blague et connaissance? C'est marrant parce qu'on dirait que genre il y a un savant dosage que je dose exactement. Non, parce que les prochaines vidéos que je prépare là, c'est au contraire, j'y vais full shitpost, et à un moment je me suis dit bon, l'important c'est de faire rigoler les gens, mais qu'ils apprennent quand même quelque chose. Et là maintenant c'est un peu YOLO, c'est juste s'ils rigolent tant mieux. Et en fait j'ai souvent des commentaires de gens qui me disent j'ai dû regarder la vidéo 3 fois pour essayer de comprendre de quoi tu parlais tellement je rigolais. Et ça c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire en fait. Donc je sais pas si c'est le meilleur format pour transmettre des connaissances, mais en tout cas je rigole bien. On remarque que c'est le principal hein, en vrai, parce qu'on voit qu'il y a une bonne humeur communicative et c'est hyper plaisant et c'est hyper rafraîchissant aussi dans le milieu scientifique sur YouTube, je trouve. Merci. Mais alors, étant un petit peu dans les milieux universitaires, en tout cas, j'ai vu pas mal de gens qui critiquaient un petit peu cette vulgarisation qui a tendance un petit peu à faire des blagues, comme si le sujet, en fait, était pas assez intéressant lui-même qu'il fallait faire des blagues. Est-ce que toi, t'as reçu des critiques par rapport à ça, sur le fait que tu utilises une forme d'humour, que ça rendait pas cette matière si sérieux, ça lui donnait pas son prestige, quoi? Ouais, j'en ai pas eu du tout, mais en même temps, peut-être juste qu'ils commentent pas sous mes vidéos. Par contre, les commentaires que j'ai, c'est plutôt ces blagues-là, elles sont pas très safe. T'aurais pu éviter la blague antisémite que t'as glissé à un moment. Enfin, tu vois, ce genre de trucs. C'est vrai que, en même temps, au montage, je me dis bon, allez, ça va passer, et en fait, tout le monde se rend compte de cette blague-là. Ça passe pas du tout. Mais au contraire, les retours que j'ai des géologues que j'ai pu rencontrer, ils sont plutôt contents parce que ça dédiabolise une matière qui est vue comme étant plutôt chiante. Et du coup, pour l'instant, ça va. Après, je fais très attention à pas dire de bêtises dans mes vidéos, parce que sinon, effectivement, on risque de m'attendre au tournant, ce qui est tout à fait normal, mais voilà. Ouais, donc quand même là-dessus, il y a quand même une forme de pression, quoi, finalement, quand même. Après, ouais, maintenant, t'as une communauté de relecteurs, de chercheurs autour de toi pour relire un petit peu les scripts, ou tu fais des solides recherches et des multiples vérifications? J'essaye de faire les deux, justement, et oui, je commence à me faire un petit pool d'experts, donc ça, c'est cool. Des gens, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais j'ai le courage d'aller les contacter en disant bonjour, je fais une vidéo sur tel truc. Il y a un peu le risque qui t'envoie chier parce que bon, je sais pas, tu fais des vidéos dans ta chambre, quoi. C'est faux, mais c'est l'image qu'ils peuvent avoir. Mais non, pour l'instant, j'ai eu vraiment que des bons retours de chercheurs qui sont absolument ravis de pouvoir vérifier que je dis pas que des conneries, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Je leur suis extrêmement reconnaissante. Là, d'ailleurs, en parlant des retours, je voudrais un petit peu aborder un autre sujet parce que tu es la première femme à passer dans l'émission. Est-ce que toi... suis ravie. Attention, un petit peu la marraine de l'émission. Comment tu vis, toi, finalement, cette expérience de vidéaste en tant que femme? Est-ce que tu as des retours là-dessus, des fois qui peuvent être complètement désobligeants, complètement à côté de la plaque, qui ne parlent pas du tout de la vidéo, en fait, mais qui parlent de toi en tant que femme, quoi? Alors, il y en a quelques-uns, mais franchement, c'est très très ponctuel. Ça arrive pas souvent. Et c'est toujours bienveillant. Ça part d'une bonne intention, même si parfois c'est très maladroit. Mais franchement, ça va. On est loin du harcèlement. J'ai beaucoup de chance parce que ça dépend complètement des gens. Il y en a qui prennent extrêmement cher, mais il y en a qui sont complètement épargnés. Et ma théorie là-dessus, c'est que, enfin mon hypothèse, parce que si jamais il y a des gens qui passent par là, des philosophes ou des scientifiques qui vont être contents. Donc mon hypothèse, c'est que ça dépend extrêmement de ta communauté et donc des gens qui te partagent. Et les gens qui me partagent ont eux-mêmes un public qui est extrêmement bienveillant et du coup j'ai pas spécialement ce problème, quoi. Donc j'ai beaucoup de chance de ce point de vue. Et est-ce que t'as une appréhension par rapport au fait que si ta chaîne continue à avoir de plus en plus de visibilité, il puisse y avoir en même temps ce genre de commentaires désobligeants qui puissent à terme augmenter aussi proportionnellement? Est-ce que c'est un truc qui t'angoisse un peu ou qui te stresse un peu? C'est vrai que ça reste un peu toujours dans un coin de la tête, c'est sûr, parce qu'il suffit d'un partage d'une personne et ça peut mal tourner, quoi, c'est sûr. Mais donc évidemment ça reste un peu en tâche de fond, mais
bon, faut pas s'arrêter là. Et faut pas laisser la peur te freiner non plus là-dedans, tu vois. Parce que au début de ma chaîne, j'avais un peu peur de ça. Et puis, je me suis lancée et j'ai eu absolument aucun regret. Et je me suis rappelé que il y avait une autre chaîne que j'avais il y a des années où où je faisais des trucs un peu plus perso. Mmh. Je t'en dirai pas plus. Les gens chercheront s'ils sont très forts. C'est ça. Des gens qui vont faire des recherches bizarres après. Et j'ai jamais eu que des commentaires extrêmement bienveillants et sympathiques. Et donc, je me dis que ça vaut le coup de tenter. Voilà. Je sais pas trop où j'allais avec cette phrase. Alors, on va aborder un petit peu un sujet d'actualité. Alors, à l'heure où on enregistre et aussi à l'heure où vous allez écouter cette émission. Dans le premier épisode, j'avais reçu Réal Miop, producteur du Vortex. Et j'aimerais bien un petit peu parler avec toi du souvenir que tu as. Allons-y. Ouais, non, alors j'ai des dossiers, non c'est pas vrai. C'est faux. Je précise, c'est faux. C'est pas le genre de blague à faire en ce moment, pardon. Ouais, mais quel souvenir tu en gardes toi en fait de cette émission parce que ça change complètement de ce que tu fais. Franchement, je garde un super souvenir parce que l'équipe de tournage était absolument géniale. On s'est vraiment bien marré à le faire et c'était vraiment cool. Et la preuve, c'est qu'on a remis ça l'été dernier. On est allé tourner une saison d'été avec plein de gens et c'était hyper cool. Donc vraiment, je recommande. J'espère que les vidéos seront aussi bien que ce qu'on espère. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a plusieurs façons de rire. Comme les scientifiques adorent ranger les choses, c'est leur côté Marie Kondo, ils ont rangé ces rires en plusieurs catégories. D'abord, le rire authentique et spontané, comme moi, qu'on appelle le rire du chêne, et ensuite, tout le reste. Bien, merci les mecs. On sait, on peut se douter avec le trailer qui est déjà sorti, qu'il va y avoir un petit peu de fiction. Est-ce que ça fait quelque chose de faire un petit peu de chronique fiction, on va dire, en vulgaire? Est-ce que ça t'a posé des soucis ou c'était un petit challenge qui t'a bien stimulé pour la création? De faire de l'acting quand on n'est pas comédien, c'est sûr qu'il y a un petit côté et quelques appréhensions, oui. Mais écoute, on y est allé et puis ça se passait dans une bonne ambiance et puis bon. Après, quand on se voit, c'est toujours difficile d'avoir un avis à peu près objectif sur sa personne. Bien mais j'espère que les gens seront tolérants, seront indulgents avec nous. Non, mais globalement, je pense que ça s'est bien passé. En tout cas, c'était très rigolo à faire. Je me doute. Et par rapport à cette saison du Vortex, en tout cas celle qui est déjà disponible, cette approche transdisciplinaire, comment tu l'as vécu cette manière de bosser à plusieurs, parce que on dirait c'est plus qu'une vidéo collaboration, c'est vraiment une série de collaborations. Toi, comment tu l'as vécu dans ta manière de travailler? C'était très cool. C'était ça demandait un effort supplémentaire parce qu'en fait j'étais un peu la caution science dure de la bande. Parce qu'en gros, il y a Angle Droit qui fait du droit, comme son nom l'indique. Il y a un créatif qui fait un peu plus tout ce qui est marketing, économie. Et puis, il y a Monté qui fait de Linguisticae, qui fait de la linguistique, qui s'est ouvert un peu plus aux sciences sociales sur cette saison. Et moi, du coup, je remplissais un peu la case sciences dures s'il y avait un petit complément à apporter sur certains sujets. Et franchement, c'était cool parce que ça rejoint un peu mon activité journalistique qui consiste à traiter d'absolument tout, parce que je suis généraliste, donc je suis pas spécialisée dans une thématique donnée. Et donc, c'était assez cool de pouvoir mettre le nez dans plein de sujets différents, aussi bien de la botanique que de la géologie, de l'Antarctique, tu vois, plein de sujets extrêmement variés, et c'était très très cool. Et cette approche interdisciplinaire, je trouve ça vraiment sympa, parce qu'en fait, on a construit nos épisodes autour de ça. C'est pas genre un petit truc accessoire qu'on voit en passant dans les vidéos. C'est vraiment, on s'est réunis et chacun a dit, bon, je voudrais traiter tel et tel sujet, ça pourrait être cool. Et chacun avait pensé un peu en amont comment les autres pouvaient intervenir. Et les autres eux-mêmes pouvaient proposer des idées et dire, ça recoupe exactement tel autre sujet, tout ça. Et c'est comme ça qu'on a construit nos collabs et nos épisodes. Et donc, j'ai trouvé ça assez sympa comme méthode de travail. C'était cool. On voit vraiment les interactions entre les gens, quoi. Et ça apporte quelque chose au propos. C'est vrai que c'est un des vrais points forts de l'émission, en tout cas en tant que spectateur, c'est que on sent qu'il y a une vraie alchimie, en tout cas une vraie bonne ambiance qui se crée et que tout est fait très naturellement, même si tout est très écrit, très préparé à l'avance. On sent quand même qu'il y a une spontanéité dans la manière de faire et que c'est pas des collaborations forcées en mode il faut trouver absolument un point d'attache pour pouvoir faire participer tel vidéaste. C'est super agréable à voir en tout cas. Merci. Non, effectivement, les collabs. Alors les collabs sont pas spécialement écrites. Enfin, avant on les prépare, mais sur le moment c'est plus de l'impro. On fait plusieurs prises et tout. Et ça permet justement d'avoir un peu cette spontanéité et tout. Et je trouve ça vraiment cool. Et par contre, quand tu disais qu'on sent la bonne ambiance entre les gens, c'était assez délicat parce que dans notre saison, on est censé se détester. Et dans la vraie vie, c'est pas vraiment ça. Et du coup, il y avait un peu une sorte de
de dissonance entre les moments où la caméra tournait et on devait s'envoyer des fions et les moments off et en même temps on fait des collabs ensemble et tout, et j'espère qu'on sentira un peu cette complicité. Enfin, c'était pas facile de jongler avec tout ça, surtout quand on est comédien amateur, mais j'espère que ça rendra bien. On se fait pas de doute là-dessus. Enfin, de toute façon, les gens auront déjà un avis dessus, à mon avis, qui sera quand même très positif. Bon, je compte sur eux. Il a intérêt à être positif. Sinon, je les inscris en fac de géologie. Oh putain. Ça, par contre, c'est vraiment compliqué, les pauvres. Ils savent pas encore ce qui va leur arriver. C'est ça, les 3 ans, je précise. Oh putain. On va pas tarder à finir l'émission. Des petites questions comme ça, un petit peu pour ouvrir sur la suite. Déjà, est-ce que toi, t'as encore d'autres projets à part Bon, déjà, on sait qu'il y a 2 saisons du Vortex dans lesquelles tu vas apparaître. Oui. Du coup, mais est-ce que tu as encore des petits projets à droite à gauche? Tu prépares déjà ta rentrée, je suppose, à mon avis, mais... Et je vais participer au festival Frames à Avignon. Oh. Et cette année, ils font, Covid oblige, ils font une édition un peu spéciale avec une partie, ils font un Frames Tour où ils se baladent un peu en France et ils vont voir des vidéastes. Et après, une partie en live qui sera retransmise en direct sur leur chaîne YouTube, je crois, avec des conférences, des trucs comme ça. Donc, je participe à cette chose, ça va être cool. Et puis le reste, je vais essayer de vraiment mettre le paquet sur ma chaîne. Et puis, il y a plein de collabs qui sont prévus et des trucs comme ça. Donc, ça va être cool. Et plein de blagues de mauvais goût. Enfin, est-ce que toi, pour un petit peu ouvrir sur ton domaine finalement que tu mets sur ta chaîne, la géologie, est-ce que t'as des ouvrages, des documentaires que tu voudrais conseiller, des produits qui pourraient aller un petit peu plus loin dans cette belle matière, cette belle discipline qu'est la géologie? Il y a un premier bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle La Terre à l'œil nu, qui est édité aux éditions du CNRS, qui est hyper bien parce qu'il vulgarise hyper bien plein de sujets qui traversent absolument toute la géologie, aussi bien l'étude des autres planètes que la sismologie ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et puis la mise en page est juste complètement dingue. Enfin, des infographies de malades et tout, c'est vraiment cool. C'est un bel objet, comme on dit. Et sinon, il y a un autre bouquin qui va devenir ma bible, qui s'appelle Le Guide du géologue amateur. Il est paru chez Duno, et là, il y a une nouvelle version qui est parue il y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est hyper bien parce que c'est le genre de truc que tu peux emmener en randonnée ou en balade, et ça te permet de comprendre ce que tu vois en fait quand tu te balades, de savoir identifier des cailloux, des trucs comme ça. Et avec un peu de background aussi, ça t'explique les bases de la minéralogie, les différentes formes que peuvent avoir les cristaux, les trucs comme ça. Et donc c'est vraiment cool, et et je les vends pas super bien, mais vraiment c'est des bouquins très intéressants. Et pas spécialement du tout pour spécialistes. Donc c'est pour s'ouvrir à la géologie. Bah parfait. Bah je les mettrai dans le descriptif du podcast, je mettrai des liens pour se les procurer si ça intéresse les gens, si les gens sont assez fous pour s'intéresser à la géologie. Cool, mets des liens affiliés. Bah, si seulement. on fera moite-moite sur les royalties. Voilà, exactement. Et Comment ça, moite-moite? Attends. Et on s'arrangera après. Et enfin, pour retourner un petit peu dans la scène vulgarisation, quels sont les vulgarisateurs, les vulgarisatrices qui là t'inspirent en ce moment, dont tu apprécies particulièrement le travail là? J'aime beaucoup ce que fait Manon Bril de C'est une autre histoire, évidemment. Sinon, il y a Léa Bello qui fait plein de choses pour plein de chaînes, et pour sa chaîne, qui sait, qui vulgarise plein de sujets. À la base, elle faisait pour le CNRS, elle faisait des vidéos qui s'appellent Zeste de science. Zeste de science, merci. Comment j'ai pu oublier ça? Et voilà. Et là, maintenant, elle participe à une série de vidéos sous-marines avec Balade Mentale, qui s'appelle Les Mondes du Dessous. Et elle va faire un truc aussi ailleurs, mais je sais pas si je peux en parler. Et donc, c'est hyper cool ce qu'elle fait. Elle fait aussi une chaîne qui s'appelle Avide de recherche. Elle fait 1 milliard de trucs, je sais pas comment elle fait. Voilà. Sinon, il y a Sébastien Carassou, bien sûr, qui parle extrêmement bien de tout ce qui est espace, astronomie et tout. Sa chaîne, c'est Le Sense of Wonder. Je pourrais continuer longtemps comme ça, hein. Je sais pas, il y a Stupid Economics, il y a... Il y a Monsieur Phi, il y a Homo Fabulus qui parle de tout ce qui est neurosciences / biologie / philosophie, qui a fait toute une série sur la philosophie de la morale et ses origines évolutives, tout ça. Enfin, c'était grave cool, c'était son sujet de thèse. Bah, je peux finir par Copain du Web, qui est un peu mon idole absolue, qui vulgarise la technique, si j'ai bien compris. C'est un peu difficile de lui mettre une étiquette, il fait tellement 1 milliard de trucs, et c'est hyper cool à chaque fois. Enfin, vraiment, c'est un modèle absolu en termes d'écriture, de scénarisation, de montage, d'effets spéciaux. Enfin, c'est d'humour, évidemment. Je suis absolument fan. Qui n'est pas fan de Copain du Web? Qui ne l'est pas? C'est vrai. C'est la vraie question.
Bah, je mettrai aussi tous les liens de ces personnes de qualité dans le descriptif du podcast. Eh bien, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette interview. Je te remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de ton temps pour participer à ça, un petit peu raconter ta vie de vulgarisatrice finalement. Bah merci à toi. Et écoute, si tu as un dernier petit conseil pour ceux et celles qui voudraient peut-être se lancer, c'est toujours un petit peu éculé comme question encore une fois, mais Oh, je pense que ça sert toujours. Oui, j'ai un conseil. Le conseil, c'est lancez-vous. Je vois beaucoup trop de gens autour de moi, que ce soit mes étudiants, oui, je peux dire ce genre de phrase, que ce soit ou même mes amis qui se disent ouais, je vais faire une chaîne sur tel truc, et c'est ultra bien réfléchi. C'est vraiment, ils ont une super ligne éditoriale, ils ont des projets pour 45 000 vidéos et tout, et ça se dessine hyper bien, mais ils le font jamais parce que ils butent sur la première vidéo, ils arrivent jamais à arriver au bout parce que je sais pas, ils considèrent que la technique c'est une montagne absolument insurmontable de compétences à acquérir et tout. Or, faut vous dire que la première vidéo que vous sortirez, ce sera pas la meilleure, mais c'est normal. À chaque fois que je sors une vidéo, je me dis que la suivante sera meilleure, et c'est ce qu'il faut, parce que sinon ça veut dire que vous stagnez. Et du coup, lancez-vous, n'ayez pas peur de publier un truc, même s'il est pas absolument parfait. Vous pouvez aussi contacter des gens qui sont déjà dans le game et qui pourraient vous donner des retours sur vos vidéos pour vous améliorer. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en DM si vous voulez ce genre de retour. Et si vous voulez plein de conseils intéressants, il y a la chaîne de Viviane de Syllabus qui s'appelle Syllabus Plus, où elle raconte les envers de son cheminement pour la vulgarisation et pour faire des vidéos. Et c'est hyper intéressant et vous pouvez choper plein d'astuces là-dedans. Voilà, c'est ma dernière recommandation. Eh ben écoute, super. Bah merci beaucoup. Merci encore beaucoup pour Merci à toi. Pour avoir donné de ton temps. Et puis a priori là actuellement il y a une petite musique qui est en train de couper ma voix au fur et à mesure parce que je suis en train de parler beaucoup trop.